Compter le Panathinaïkos dans les années 90-2000, c'est pas un cadeau. Alors si en 2025 le club grec est un géant endormi, sa cote était bien plus élevée en 2003. Souvent qualifié en Champions League, le club a plusieurs atouts. De bons joueurs évidemment, mais aussi un public incroyable. L'ambiance à domicile est chaude et plusieurs gros clubs européens sont tombés dans le piège ces dernières années. Ce n'est donc pas une promenade de santé en perspective pour le FC Porto. Surtout que le match retour a lieu en Grèce. Il faudra donc prendre une option sur la qualification dès le match aller pour Mourinho et sa bande. Au coup d'envoi, le Panathinaïkos se présente avec un 4-4-2 plutôt séduisant. Au cage, c'est Antonis Nikopolidis, le gardien de la Grèce, vainqueur à l'Euro 2004. En défense, on a d'autres champions d'Europe 2004, Fissas arrière gauche, Saitas arrière droit, qui pour la petite anecdote jouera à Porto quelques années plus tard, Kyrgiakos. Au milieu, on a la légende Georgios Karagounis et un autre champion d'Europe 2004, Bassinas. Sur les côtés, on a deux Scandinaves, un Finlandais, Kolka à gauche et un Danois, Michelsen à droite. Enfin, en pointe, un duo constitué d'Emmanuel Olisadebe, une gâchette à l'époque, et Nikolaos Liberopoulos. Sur le banc, il y a des joueurs connus comme Christophe Varzija ou le chypriote Michalis Constantinou. Ok, c'est pas clinquant, mais c'est chiant à jouer. Côté FC Porto, Mourinho aligne l'équipe type. Vitor Baia, Jorge Costa, Pedro Emmanuel, Paulo Ferreira en défense. Par contre, Nuno Valente est encore blessé, donc c'est Mario Silva qui assure l'intérim. Sinon, au milieu, on a le traditionnel Costinha, Maniche, Deco. En attaque, Darley à gauche, Capucho à droite, Elder Postiga dans l'axe. Il y a plus de 44 000 spectateurs présents ce jeudi 13 mars 2003 à l'Estadio da Santas pour voir ce quart de finale. C'est l'Italien Domenico Messina qui est au sifflet. Tout est réuni pour avoir un match de haut niveau. Alors ça va être le cas. Les deux équipes sont bien en place. On voit la qualité sur le terrain, mais surtout sur l'aspect défensif. Ça veut donc dire que personne n'arrive à prendre le dessus. La première action est pour le FC Porto avec une belle tête de Derley détournée par Nikopolidis. Le Brésilien retente sa chance du pied dans la foulée, mais une nouvelle fois, le gardien s'interpose. Quelques minutes plus tard, c'est Karagounis qui récupère un ballon dans la surface. Il frappe sur le côté, mais Vitor Baia est vigilant. Toujours 0-0. C'est le score à la pause. Le moment pour Mourinho d'effectuer son premier changement. Caputo, transparent, sort pour laisser sa place à César Peixoto. Le Panathinaïkos résiste bien. 10 minutes plus tard, Costinha et Darley sortent. Jean Koskas et Alenichev rentrent. Mais ça veut toujours pas sourire. Attention car Olisadebe, bien lancé en profondeur, a une belle occasion de 1-0, mais le Polonais croise trop sa frappe. On arrive dans le dernier quart d'heure. Coup franc excentré à 40 mètres des buts de Porto. Bassinas envoie un long centre repoussé par la défense portugaise. Le ballon revient sur Kolka, l'ailier gauche déborde et place un centre parfait avec le point de pénalty. Olisadebe surgit et place une tête cadrée surpuissante. Vitor Baia est complètement battu. 1-0 pour le Panathinaïkos. Κόλκα πάει να περάσει, να γυρίσει, ωραία η ευκαιρία, το γκολ, Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θα ανοίγει το σκορ με τον Εμμάνουελ Ολιζαντέμπε στην καταπληκτική αυτή προσπάθεια και τη σέντρα από τα αριστερά βρέθηκε στην πορεία της μπάλας στην τροχιά, την έστειλε στην αριστερή γωνία του Βίτορ Μπαΐα που νάτος εδώ δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι λίγοι φίλοι του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν έξαλα 0-1 με τον γκολ του. Le stade est médusé. Brouillon dans le jeu et maladroit dans le dernier geste, les Portuenses vont s'incliner sur ce score de 1-0. Une petite désillusion. Alors certes, il y a un match retour où tout est possible, mais la perspective de se rendre dans l'enfer grec pour arracher la qualification n'est pas réjouissante. Si les Portugais vont atteindre le dernier carré de la compétition, ils savent qu'ils doivent réaliser le meilleur match de leur saison. On a connu des programmes plus tranquilles. Pour cette seconde manche, le coach du Panathinaïkos, l'Uruguayen Sergio Markarian, ne fait aucun changement tactique. Son 4-4-2 est reconduit. Les joueurs sont les mêmes. Seul changement, Angelos Bassinas est suspendu. C'est Pantelis Constantinidis qui prend sa place, à côté de Karagounis dans le double pivot. Pour le reste, l'entraîneur du Pana fait dans le classique. En face, José Mourinho a retenu les leçons du match aller. Il n'aligne pas son fameux 4-3-3 avec deux alliés. Il opte pour un 4-4-2 en losange. Pour la défense, titularisation de Ricardo Carvalho aux côtés de Jorge Costa, Mario Silva et Paulo Ferreira sur les ailes. Au milieu, Costinha est seul à la récupération. Maniche et Alenichev sont placés un cran plus haut et Deco est installé en meneur de jeu derrière deux attaquants, Darley et Elder Postiga. Elle a belle gueule cette équipe du FC Porto. Dès le début de match, les intentions sont claires. Le Panathinaïkos laisse le ballon aux Portugais pour mieux les contrer. Mais cette fois, l'organisation tactique des Portuenses est plus efficace. Le ballon est plus vite récupéré. À la 16e minute de jeu, Elder Postiga récupère un ballon dans le rond central. Il remonte le terrain et sert Darley sur la gauche à 20 mètres. Le Brésilien se met sur son pied droit et place une frappe puissante à ras de terre. Nikopolidis met du temps à se détendre. Le ballon frappe le poteau intérieur et finit sa course dans les filets du Panathinaïkos. 1-0.
Postiga em velocidade, tem Derlei ao lado, não foi ele que fez o passe, até foi o defesa, quem acabou por dar a bola a Derlei, é o gol do Porto! Derlei a fugir ali à marcação, a libertar-se de Mikkelsen e a bater o remate colocadíssimo, a bater no poste e a entrar. E está empatada a eliminatória, com o Porto a marcar primeiro aqui no estádio do Panathinaikos, silenciadas 16 mil gargantas momentaneamente, com os adeptos do Porto a festejarem o golo de Derlei obtido assim. L'avantage du match aller est effacé. Mieux, les Grecs n'ont plus cet avantage du but marqué à l'extérieur. Ils doivent donc marquer un but de plus que leur adversaire pour se qualifier, sans en prendre. On est donc à égalité parfaite à ce moment précis de la double confrontation. Malgré ce but rapide, le FC Porto ne parvient pas à marquer le second. À la pause, on reste sur score de 1-0. Au repos, le coach du Panathinaikos sort Konstantinidis, déjà averti pour faire entrer Goumas. Mourinho ne change rien. Alors, si les Grecs vont tenter de réagir en seconde période, il n'y a pas de vrai danger sur les cages de Victor Balet. À l'heure de jeu, Alenichev cède sa place à Thiago. Quelques minutes plus tard, c'est Ricardo Costa qui remplace Mario Silva. Olisa DB n'est pas dans un grand soir. D'ailleurs, il va sortir à la 82e minute. On se dirige gentiment vers un 1-0 qui va nous emmener en prolongation. Juste avant, Elder Postiga sort et cède sa place à Marco Ferreira. Logiquement, l'arbitre siffle à la fin des 90 minutes. C'est donc en prolongation que les deux équipes vont tenter de se départager. 103e minute de jeu. Thiago envoie un long ballon en profondeur vers Derlei. À la lutte avec Seitaridis, le Brésilien s'emmène bien le ballon. Il se rapproche de la surface de réparation et décroche une frappe décroisée qui va mourir dans les filets de Nicopolidis. 2-0. Pode sair outro contra-ataque do Porto, tenta escolher o colega a quem dar a bola, dá para a esquerda à procura Derlei, conseguiu só meio corte, Seitaridis, lá vai Derlei, ainda vai para o remate Derlei, é o golo do Porto, é o 2-0 para o Porto, o segundo de Derlei. O contra-ataque do Porto, a estratégia de Mourinho a funcionar com os passes rápidos para a frente. Le quart de finale vient de basculer. Le Panathinaikos doit marquer 2 fois pour se qualifier. Et il reste à peine plus de 15 minutes. Évidemment, le FC Porto se régale de la situation et gère le match sans trop de danger. 2-0, score final. José Mourinho a réussi son pari tactique et surtout, le FC Porto atteint le dernier carré de la Coupe UEFA 2002-2003. On est déjà sur un petit exploit. Mais attention, parce qu'en demi-finale, l'adversaire sera costaud. Un des ogres de la compétition. Pour atteindre la finale, il va falloir éliminer la Lazio, avec en plus le match retour au Stadio Olimpico. Et en 2003, la Lazio, c'est une des meilleures équipes d'Italie. Il y a des joueurs de talent dans tous les secteurs de jeu, le coach est prometteur. Bref, le FC Porto va enfin jouer contre une grosse équipe dans cette Coupe UEFA 2002-2003. Et on s'en doute, avec José Mourinho sur le banc, les Portuenses ne vont pas se mettre dans la peau de la victime. Pour cette première manche à l'Estadio da Santas, l'entraîneur portugais reconduit le schéma tactique du match retour face au Panathinaikos. Un 4-4-2 en losange. Et là, le 11 est ultra costaud. Vitor Baia capitaine, Nuno Valente à arrière gauche, Paulo Ferreira sur le flanc droit, charnière centrale Jorge Costa accompagné de Ricardo Carvalho. Au milieu, le losange avec Costinha point de basse, Alenichev et Maniche en box-to-box, Deco numéro 10, 2 attaquants de pointe, Elder Postiga, Derlei. À mes yeux, c'est le meilleur 11 possible à constituer avec ce Porto 2002-2003. En face, on a prévenu, il y a de la qualité partout. Dans les cages, c'est Angelo Peruzzi. International italien, il a remporté la Champions League avec la Juventus quelques années auparavant. Un sacré exploit quand on connaît la difficulté des Bianconeri à gagner une Coupe d'Europe. Devant lui, une défense à 4. Axe central, Sinisa Mihailovic, le magicien sur coup de pied arrêté, avec Fernando Couto, formé à Porto. Le défenseur est encore performant en 2003. Sur les ailes, on retrouve Giuseppe Favalli et un autre Giuseppe, Pancaro. Milieu de terrain avec un double pivot, Diego Simeone, Dejan Stankovic. L'alliance de la grinta et de la technique, de l'expérience et de la jeunesse. Si El Cholo Simeone est en fin de carrière à cette période, il figure encore parmi les meilleurs milieux de terrain de Serie A. Quant à Dejan Stankovic, il est au début de sa prometteuse carrière qu'il verra remporter une Champions League quelques années plus tard. Milieu excentré, il y a César à gauche et Stefano Fiore à droite. Alors si le Brésilien était un bon joueur mais pas un crack, Stefano Fiore avait vraiment quelque chose balle au pied. Malheureusement pour lui, il n'a pas fait la carrière qu'on attendait. En attaque, les deux têtes sont connues. D'un côté, Enrico Chiesa, le papa de Federico, aujourd'hui à Liverpool, était une vraie gâchette dans les années 90, dans le calcio. Mais en 2003, il est quand même plus proche de la fin de carrière. Enfin, il y a le craquito Claudio Lopez,
Excellent à Valencia au début des années 2000, l'Argentin est un ailier rapide qui s'est réaxé avec le temps. Sur le banc, d'autres joueurs importants des années 2000, Luca Marchigiani, champion d'Italie en 2000 avec la Lazio, Massimo Oddo, champion du monde 2006 avec l'Italie, Simone Inzaghi, frère de la légende Hippo, Fabio Riveriani, international italien, Paolo Negro, lui aussi international, et enfin Giulio Giannicheda, lui aussi international. Pour coacher cette formation, c'est l'Italien Roberto Mancini. En 2003, il a 39 ans et entraîne depuis plus de 2 ans. Après des débuts réussis à la Fiorentina où il remporte une Coppa, cet ancien joueur de talent est présenté comme l'avenir du coaching en Italie. Mais il doit d'abord faire ses preuves au niveau international. Cette demi-finale est l'occasion idéale pour se montrer aux yeux de l'Europe entière. Surtout face à un autre petit entraîneur qui monte, le fameux José Mourinho. Décidément, il y a un match à tous les étages sur Sporto Lazio. Plus de 45 000 spectateurs présents et bouillants, l'arbitre grec Kyros Vassaras, un des meilleurs du moment, tout est réuni pour un gros match. Et ça va être le cas. On joue depuis 6 minutes, Giuseppe Favalli déborde sur le côté gauche. Il s'entraracte avec un temps de pénalty où traîne Claudio Lopez. L'Argentin ne se pose pas de questions et envoie une frappe limpide qui va se loger dans les buts de Victor Baia. 1-0 pour la Lazio. Ataque que pode ser perigoso, Favalli, o remate e o golo da Lazio. A marcar Claudio Lopez para a Lazio, 1-0, primeiro ataque da Lazio, primeiro golo nas Antas, a umedecer o ambiente muito cedo. Le coup de froid est énorme dans le stade, mais les supporters portugais vont vite se réchauffer. 10e minute de jeu, soit 4 minutes plus tard. Centre de Paulo Ferreira vers la surface laziale. La défense italienne se dégage, la balle revient sur Costinha qui décale Maniche dans l'axe. Au 30 mètres, le Portugais arme une frappe terrible qui va terminer dans les cages de Peruzzi. 1 partout. O remate! Maniche! Grande golo do Porto! 9 minutos de jogo! 2 golos nas Antas, o Porto empata! 1-1! Sofreu cedo, mas também marcou cedo o Porto. É grande golo de Maniche! Le match est totalement relancé. On est parti sur des grosses bases sur cette demi-finale aller. Revigoré par ce but, les Portugais appuient sur l'accélérateur. Derlei va marquer le but du 2-1, malheureusement, il est signalé hors jeu. Ensuite, c'est Peruzzi qui sort de ses cages pour sortir un ballon brûlant. Puis Paulo Ferreira qui tente sa chance dans la surface de la Lazio, Peruzzi repose son corner. On joue la 27e minute de jeu. Deco tire le corner et comme très souvent, ça va se terminer en but. Derlei place une tête décroisée cadrée, Peruzzi fait même pas le moindre geste. 2-1. O cabeceamento, golo! Porto! Derlei a marcar o segundo! 27 minutos de jogo! Derlei a marcar o 9º golo na Taça UEFA! O Porto vira o resultado nas Antas! Les Portugais ont vite remonté le handicap initial. Derrière, c'est une leçon qui est donnée par le FC Porto. Techniquement au-dessus, les Portuenses se régalent sur le terrain, mais le réalisme n'est pas là. Elder Postiga touche la barre transversale, Deco et Maniche tentent leur chance, mais la Lazio tient le score. À la pause, il n'y a qu'un but d'écart au tableau d'affichage. Mais tous les amateurs de ballon ont bien vu que le FC Porto était largement supérieur à la Lazio. Mancini ne fait aucun changement durant le repos, pas sa meilleure idée. 49e minute de jeu, Porto obtient un coup franc plein axe à 40 mètres des buts de Peruzzi. Hormis Juninho, grande époque, David Beckham, personne ne tente ce type de coup franc directement. Deco, lui, il en avait envie. Il s'élance et passe une frappe flottante. Avec la pluie, le ballon est difficilement captable par un gardien. Peruzzi est obligé de relâcher le ballon. Derlei est à l'affût. Le Brésilien trompe de près le gardien italien. 3-1. Magnífico primeiro tempo. Mas está Deco! Golo! Porto! Derlei a marcar o terceiro! Grande tiro de Deco! Derlei marca na recarga! 3-1 para o Porto aos 4 minutos da segunda parte. Le break est fait. La Lazio est sous l'eau, mais c'est pas fini. Les Portugais continuent de presser. On joue la 56e minute de jeu. Kalinic sert bien Elder Postiga. L'attaquant rentre dans la surface et envoie une frappe précise qui va toucher le poteau puis entrer dans les filets de Peruzzi. Le gardien est à terre. 4-1. Kalinic, Postiga, pode marcar o ponto. Elder Postiga! É fabuloso! 10 minutos
le FC Porto vient de mettre un coup fatal à son adversaire. Déjà fantomatique, les Laziali sont KO debout. 2 minutes plus tard, Mancini sortira Enrico Chiesa, invisible pour Simone Inzaghi. Et plus tard, c'est Lucas Castroman et Gianni Queda qui vont rentrer. Et on va être clair, ça va rien changer. C'est Porto qui aura les meilleures occasions en fin de match pour mettre le but du 5-1, et Deco et Nuno Valente manqueront de précision. Score final 4-1 en faveur du FC Porto. Tout se jouera dans 15 jours au Stadio Olimpico de Rome. Mais le FC Porto a déjà un sérieux avantage avec ce 4-1 à domicile. Le 24 avril 2003, il y a plus de 69 000 spectateurs dans la capitale italienne pour assister à cette demi-finale retour de Coupe UEFA. Après un premier acte complètement raté, la Lazio doit se racheter devant son public. Pour remonter son handicap, Roberto Mancini décide de procéder à plusieurs changements. Peruzzi n'est même pas sur la feuille de match, c'est Luca Marchegiani qui est à sa place. En défense, Pancaro et Favalli ne sont pas alignés, c'est César à gauche et Massimo Odo à droite. 2 profils offensifs pour des arrières latéraux. Au milieu, El Cholo Simeone est sacrifié pour un milieu à 3, point de basse Gianni Queda et devant lui Dejan Stankovic et Fabio Liverani. Enfin, on attaque à 3 avec Enrico Chiesa à gauche, Claudio Lopez à droite et Simone Inzaghi dans l'axe. L'objectif est clair, chercher à marquer le plus vite possible. Pour José Mourinho et ses hommes, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est donc un 11 quasi identique à celui de l'aller. Seul Costinha est absent. C'est Paulo Ferreira qui passe de l'aile droite au poste de sentinelle et Ricardo Costa qui est arrière droit. Pour le reste, tout le monde est là. Alors si le match aller a été un régal pour les amateurs de football, la seconde manche va pas rester dans les annales du beau jeu. Au lieu de jouer au foot, le FC Porto va tomber dans le piège de la provocation. Coup en secrète derrière l'arbitre, simulation, perte de temps, tout ce qu'on n'aime pas voir dans un match en jeu. L'arbitre, Gilles Vessière, ne tient pas du tout les débats, la preuve, il expulse César et Elder Postiga après les avoir avertis au préalable. À 10 contre 10, la Lazio est dangereuse à plusieurs reprises, mais le réalisme n'est pas au rendez-vous quand c'est pas un coup de pied du vieux roublard Jorge Costa qui s'en charge. À la mi-temps, ni Simone Inzaghi ni Claudio Lopez n'ont réussi à marquer un but qui pourrait faire douter le FC Porto. De leur côté, les Portuenses ne sont plus qu'à 45 minutes de la finale. Ils vont donc rien changer à l'entente du soir. Mancini fait entrer Stefano Fiore pour tenter d'appuyer sur l'accélérateur. On joue la 57e minute de jeu. Simone Inzaghi est ceinturé par Jorge Costa à 2 mètres de la ligne de but de Porto. Penalty évident. C'est Claudio Lopez qui va s'en charger. Sa frappe est puissante et cadrée. Mais Victor Baia avait magnifiquement anticipé. Le gardien portugais sort un arrêt plein d'autorité, toujours 0-0. Il sinistro dell'argentino contro il più forte portiere nella storia del calcio portoghese, la rincorsa di Lopez. Vitor Baia mette in calcio d'angolo la più grande occasione sciupata. Non ha colpito Lopez dal dischetto. La Lazio ne s'en remettra pas. Mancini aura beau tenter de faire du coaching avec les entrées de Lazetic et Dino Baggio, rien n'y changera. Encore une fois, c'est Porto qui aura les dernières occasions de la partie par Deco et Derlei. Mais ce match ne devait pas avoir de vainqueur. On se quitte donc sur un match nul 0-0 qui fait les affaires du FC Porto. Vainqueur 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs, les Portuenses méritent d'accéder à la finale de Coupe UEFA 2002-2003. Après avoir sorti successivement le Polonia Varsovie, l'Austria Vienne, le RC Lens, Denizlispor, le Panathinaikos et la Lazio, les Portuenses vont défier le Celtic Glasgow pour cette finale de Coupe UEFA 2002-2003. Un nom mythique du foot européen. Et on parle du foot écossais, donc il ne peut pas y avoir que des top players à chaque poste. Mais le 11, pour l'époque, est sacrément compétitif. Au cage, c'est Ralph Douglas. International écossais, c'est un gardien fiable, ni plus ni moins. Devant, on a une ligne de 3 défenseurs centraux. Le Suédois Johan Malby, international A, il jouera pendant 6 saisons au Celtic. À côté, c'est le Français Bobo Baldé. Formé à l'OM, ce Marseillais de naissance passera 8 ans au Celtic. En 2003, il a 27 ans et il est au prime de sa carrière. L'autre défenseur central, c'est Jos Valgaren. Le Belge est international et il va jouer 5 ans au Celtic. Sentinelle devant la défense, c'est l'Écossais Paul Lambert. Ce milieu défensif a remporté la Champions League avec le Borussia Dortmund en 97. C'est le joueur d'expérience dans ce secteur de jeu. En piste en gauche, c'est l'anglais Alan Thompson. Formé à Newcastle, ce milieu de terrain rapide et polyvalent est une légende au Celtic car il y a passé 7 saisons.
Piston droit, c'est un autre Français, Didier Agaté, réunionnais de naissance et formé à Montpellier. Ce milieu droit est arrivé au Celtic en 2001. Comme Baldé, il est à son prime à cette période. Au cœur du jeu, on a un chien fou, Niall Lennon. Ce Nord-Irlandais est tombé amoureux du Celtic. Il entraînera d'ailleurs l'équipe A quelques années plus tard. Enfin, il y a le petit joyau, Stilian Petrov. Star de son pays, la Bulgarie, cet élégant meneur de jeu est un artiste qui régale par sa vista et sa qualité sur coup de pied arrêté. En attaque, on retrouve un vrai duo d'attaquants, Chris Sutton, Henrik Larsson. L'anglais est le pur numéro 9 britannique, grand, physique, bon de la tête, il est très difficile à marquer pour les défenseurs adverses. Et son duo avec le suédois est sacrément efficace. Et est-ce qu'on a besoin de présenter Henrik Larsson ? Je sais pas, on va le faire quand même. Joueur intelligent, technique et profondément collectif, le numéro 7 du Celtic est assurément le meilleur joueur de son équipe. Le joueur qui peut sublimer ce collectif huilé. Sur le banc, on n'a pas beaucoup de joueurs connus. Ulrich Lorsen, Jackie McNamara, Sean Maloney, David Fernandez, Momo Silla et Jamie Smith. En revanche, l'entraîneur du Celtic est connu. Il s'agit du Nord-Irlandais Martin O'Neill. Passé par Leicester avant d'arriver au Celtic, il entraînera Aston Villa, Sunderland, la sélection irlandaise et Nottingham Forest par la suite. Et au moment d'enregistrer ce podcast, Martin O'Neill, il entraîne le Celtic Glasgow, plus de 20 ans après cette finale. Si l'histoire est belle, José Mourinho, lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner cette finale. Si les Portuenses viennent de réaliser le doublé Coupe Championnat, remporter la Coupe UEFA signifie faire le triplé. Une source de motivation supplémentaire pour la bande à Mourinho. Pour parvenir à ses fins, le technicien ne change presque rien sur son 11 vainqueur de la Lazio. Seul Elder Postiga, suspendu, est absent pour cette finale. Vitor Baia est là, la charnière centrale, Ricardo Carvalho, Jorge Costa est titulaire, Nuno Valente et Paulo Ferreira également. Au milieu, c'est le losange Costinha, Alenichev, Maniche et Deco. Devant, Capucho remplace Elder Postiga aux côtés de Berlei. Et sur le banc, Nuno Spirito Santo, Pedro Emanuel, Ricardo Costa, Thiago, César Peixoto, Clayton et Marco Ferreira. Sur le papier, la finale se joue à Séville, dans le stade du Betis de l'époque, la Cartuja. Mais dans les faits, les supporters du Celtic ont vraiment envahi la ville 24 heures avant le coup d'envoi. Certes, les supporters portugais sont présents, mais il faut être clair, on les entend pas. C'est donc dans une ambiance plutôt écossaise que ce match va se jouer. Un petit avantage pour le Celtic. Mais bon, une ambiance n'a jamais fait gagner un match, encore moins une finale. Comme très souvent dans une finale équilibrée sur le papier, la qualité de jeu est souvent mise au second plan. Sans être une purge, la première période n'est pas dingo. Les deux équipes cherchent surtout à pas prendre de risques. Très vite, Costinha va se blesser et va laisser sa place à Ricardo Costa. Premier coup dur. Derrière, la qualité de jeu ne s'améliore pas et le 0-0 à la mi-temps se profile. Il y a bien un coup franc de Larsson à 25 mètres des buts de Vitor Baia, mais le gardien capte le ballon sans problème. Ensuite, Deco va signer l'action de cette finale. Contrôle de la poitrine aérien, ou du sombrero pour éliminer Thompson et Baldé, et derrière, le numéro 10 place une accélération qui laisse sur place Nelly. Il faut une sortie express de Douglas pour repousser le danger. Si cette action va au but, c'est assurément le but de l'année. On joue par additionnel. Deco, à 40 mètres côté droit, voit Alenichev démarquer dans la surface. La passe est précise, le Russe slip son contrôle, Douglas se pousse mais dans les pieds de Darley. Encore une fois, le Brésilien surgit pour marquer de près. 1-0. Chega a Deco, está Sousa, Alenichev, remate! Outra vez, é o golo do Porto! É Darley! É o 10º golo do brasileiro nesta taça UEFA! E o Porto em vantagem ao minuto 46 da primeira parte! E a festa enorme no topo norte do Estádio Olímpico de Sevilha! Vanderlei Silva, o nome que a Europa do futebol ficou a conhecer nesta edição da Taça UEFA. Le FC Porto prend l'avantage au meilleur moment. L'arbitre siffle la mi-temps dans la foulée. Le plus dur était de trouver l'ouverture, les Portugais l'ont fait. Il n'y a plus qu'à tenir. Ouais, alors ça c'est sur le papier, parce que le Celtic va rapidement faire éclater ce projet. 47e minute de jeu, soit 2 minutes après la pause. Didier Agaté envoie un long centre en direction de Larsson. Le Suédois se détend bien et place une tête qui lobe Vitor Baia. 1 partout. Longo, fora do alcance de Bahia, é o gol do empate do Celtic. Henrik Larsson conseguiu chegar ao cruzamento, deu de cabeça para o poste mais distante, fora do alcance de Vitor Baia, que se limitou a seguir a bola com os olhos e que depois houve esta reação absolutamente ensurdecedora dos adeptos do Celtic. Tout est à refaire. 54e minute de jeu. Deco va encore faire des merveilles. Le milieu de terrain récupère un ballon aux 30 mètres adverses.
Le Brésilien évite le tacle de Valgueren, se met sur son pied droit et place un extérieur du droit délicieux pour Alenichev qui arrive lancé. Cette fois, le Russe ne tremble pas et réussit son face-à-face avec Douglas. Le ballon est au fond des filets. 2-1 pour le FC Porto. Atenção, Deco, o passe excelente, vai Alenichev, é o gol do Porto! Passe fantástico do Deco! Deco mais uma vez no passe milimétrico, a ler a capacidade de movimentação de todos os jogadores em campo, a ver que Alenichev era mais rápido que Douglas, a ver que os defesas estavam batidos com aquele passe, e Dmitry Alenichev responde ao golo do Celtic, aos 8 minutos da segunda parte, 6 minutos depois do golo de Larsen. Les Portugais mettent un coup au moral des Écossais avec ce but. Mais il en faut plus pour terrasser le Celtic. 3 minutes après le but du 2-1, corner pour le Celtic, c'est Alan Thompson qui le frappe. Toute la défense portugaise est concentrée sur Chris Sutton. Henrik Larsson est laissé libre, il en faut pas plus pour le Suédois. Sa tête est imparable pour Vitor Baía, 2-2. Já marcado, solta Larsen, Baía, não chega ao golo! Henrik Larsson volta a empatar o jogo e esta é incrível, ninguém estava com o homem que é o principal marcador de golos desta équipe escocesa. Le Celtic est encore en vie. Après ce coup de chaud, le rythme du match va retomber. L'enjeu commence à prendre le pas sur le jeu. Lambert et Valgueren sortent pour McNamara et Lorsen. Mourinho, lui, doit faire face à une nouvelle blessure dans les 20 dernières minutes. C'est Jorge Costa qui sort. Pedro Emmanuel le remplace. Malgré quelques occasions, le score ne bougera pas au bout de 90 minutes. On passe donc au temps additionnel pour tenter de départager les deux équipes. Mais à la 95e minute de jeu, la finale va basculer. 40 mètres de ses buts, Bobo Baldé envoie un tacle appuyé. Déjà averti, le Français prend un second carton jaune, synonyme de carton rouge. Réduit à 10, le Celtic n'a pas d'autre choix que de tenir jusqu'au péno. Mourinho sort Capucho pour Marco Ferreira. Malgré cette supériorité numérique, le FC Porto ne parvient pas à prendre l'avantage sur le Celtic. On joue la 115e minute de jeu. Le moment pour Alenichev pour envoyer un magnifique ballon en profondeur vers Marco Ferreira. Mais le portier écossais avait tout vu, sauf Derley. Le Brésilien, toujours à l'affût, récupère le ballon, se met sur son pied droit et frappe. La frappe est contrée par Douglas et Lorsen avant de finir au fond des buts du Celtic. 3-2. À procura de Maloney ou de Larsen, corta Pedro Emanuel, bem posicionado, Nuno Valente, de imediato para Maniche. Maniche tem a desmarcação do Marco Ferreira, se a bola chega lá é grande passe, vai Marco Ferreira, Douglas, Derley, pode ser o gol do Porto, atira Derley, é golo! É golo do Porto! Está a chorar o treinador do Futebol Clube do Porto, Derley marca! E é uma confusão tremenda porque toda a gente do banco do Porto entrou no relevado e não podem, porque não há golo de ouro. Mourinho está de joelhos, em lágrimas, viu Luís Baila. Estava a chorar o treinador do Futebol Clube do Porto, ajoelhou-se, deitou as mãos à cara e estava a chorar José Mourinho depois do terceiro golo do Futebol Clube do Porto. Un coup fatal pour les hommes de Martinoni. À 10 contre 11, remonter un but à ce FC Porto en 5 minutes, c'est mission impossible. Après 2 minutes de temps additionnel, l'arbitre Tugboss Mitchell siffle la fin de cette finale sur le score de 3-2 en faveur du FC Porto. Vai acabar, acabou! O Porto ganhou a Taça UEFA! A festa é portuguesa, a festa da equipa do Porto! Era o troféu que faltava nas vitrinas do futebol português. E então arranca já o telejornal para ver a Taça UEFA com o José Alberto Carvalho. Ce sont donc les Portugais qui remportent cette Coupe UEFA 2002-2003. Avec le championnat du Portugal et la Coupe du Portugal gagnée quelques jours plus tôt, le FC Porto marque l'histoire du football portugais avec ce fait d'armes incroyable. On ne le sait pas encore, mais cette équipe va réaliser un exploit encore plus grand un an plus tard en remportant une autre Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Si certains aspects de cette équipe ne sont pas esthétiques, la technique reste au cœur du projet de Mourinho à cette période. Bien sûr, le FC Porto a pu s'appuyer sur une assise défensive de haut vol. Oui, l'attaque était sacrément efficace. Évidemment, Deco a porté cette équipe grâce à sa vision du jeu hors du commun. Mais cette formation a su s'imposer principalement par son sens du collectif. De Vitor Baía à Derley, en passant par Costinha, Alenichev, Ricardo Carvalho, Maniche, Nuno Valente, Jean Koskas, Paulo Ferreira ou encore Capucho ou le jeune Elder Postiga, cette équipe du FC Porto 2002-2003 a marqué l'histoire de la Coupe d'Europe. Technique implacable et collective, cette formation est aussi restée célèbre grâce à son coach José Mourinho qui remportait là son premier trophée européen.
et pas le dernier.